4 ans d'opération militaire spéciale en Ukraine, 4 ans de confrontation entre la Russie et l'Occident. Nous sommes le 24 février 2026. Et si on m'avait dit, lors de mes précédentes vidéos sur l'opération militaire spéciale, que dans 4 ans, je serais encore à parler de l'opération militaire spéciale, je ne l'aurais pas cru en 2022. Je ne l'aurais pas cru lorsque j'ai fait mes premières vidéos sur l'opération militaire spéciale, lorsque j'ai fait mes vidéos 6 mois d'opération militaire spéciale en Ukraine, 1 an d'opération militaire spéciale en Ukraine, 18 mois d'opération militaire spéciale en Ukraine, 2 ans d'opération militaire spéciale en Ukraine, et aujourd'hui, eh bien, nous sommes à Moscou. Regardez, au bord de l'étang de Novospassky, sous la neige. On a eu un hiver absolument redoutable avec énormément de neige, il a fait très froid. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les 4 ans de l'opération militaire spéciale, les 4 ans de la grande confrontation entre la Russie et l'Occident, puisque c'est de ça dont il s'agit. Par Ukraine interposée, c'est une confrontation militaire, politique et ça glisse économique, diplomatique entre Moscou et le monde occidental et ses deux noyaux de puissance principaux que sont Londres, bien sûr, et Washington. Alors, tout d'abord, je voudrais dire que, parce que l'opération militaire spéciale a commencé il y a exactement 4 ans, je me souviens, je suis allé à mon bureau, et regardez derrière moi, les gens qui font du ski, en bas de leur immeuble, quand même sympa. Je suis allé à mon bureau, je me suis levé, wow. J'ai regardé les news, j'ai vu les premières frappes russes sur l'Ukraine. On avait suivi, durant la soirée évidemment, la reconnaissance des nouvelles régions, etc. Mais dans la nuit, l'opération militaire spéciale a commencé en fait. Et le matin, je me suis levé, j'ai vu ça, je me suis habillé, j'ai amené mes enfants à l'école et je suis parti à mon bureau et je me suis dit waouh, dans quoi on rentre? C'était un peu le coup de massue en général pour tous les occidentaux, tous les étrangers et même tous les Russes, hein, de se dire waouh, dans quoi on s'est lancé? C'est du sérieux. J'ai appelé des amis russes un peu plus informés, mais ils m'ont dit ouais, c'est sérieux. Et puis dans les semaines qui ont suivi, on a eu le début des sanctions, l'effondrement de la monnaie du rouble, etc. Un début de petite panique un peu. Les gens se demandaient un peu qui, quand, comment. Et tout le monde s'est dit la chose suivante, on s'est dit, bon, militairement, ça ne va pas durer, on va leur mettre la pâtée. Par contre, on va morfler économiquement, les sanctions, etc. Tout le monde a pensé ça. C'est l'inverse qui s'est passé. On est rentré dans un tandem de trajectoire asymétrique à tout ce que les gens avaient présupposé ou s'étaient projeté qu'il se passerait. C'est-à-dire que l'opération militaire en elle-même n'a pas été un coup d'éclair. Il y a eu évidemment l'intervention des Anglais, il y a eu ça, peu importe, mais en tout cas l'opération militaire, le conflit militaire s'est mis à durer et à la grande surprise de tout le monde, le conflit économique a pris une tournure. Wow, ça part d'en haut. Le conflit militaire a pris, le conflit économique pardon, a pris une dimension aussi beaucoup moins difficile pour la Russie. En gros, la Russie a performé économiquement plus que militairement. Mais évidemment, personne ne pouvait rien prévoir, ni l'incroyable soutien occidental à l'Ukraine, ni le guet-apens occidental à la Russie, ni l'incroyable surpuissance et résilience de l'économie russe. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour vous parler un petit peu de tout ça, vous dire un petit peu comment les gens le ressentent. Moscou, Russie, qu'est-ce que c'est l'ambiance, tenter de dresser un portrait un petit peu objectif. Je suis sous la neige. Oh, vous avez les murs du monastère de Novospassky. Alors, 4 ans. Et bien déjà, il faut savoir que c'est un conflit extrêmement meurtrier. Il y a d'énormes pertes de part et d'autre, donc ça coûte cher. Ça coûte cher sur le plan humain d'abord. Ensuite, ça coûte cher sur le plan économique. Une guerre, cette guerre, elle coûte cher. Elle coûte cher à l'Occident, elle coûte cher à la Russie, elle coûte cher à tout le monde. Donc c'est une guerre d'usure, une guerre de confrontation, de capacité de production aussi, de capacité de résilience économique, de capacité de résilience politique, de décision, de management. C'est vraiment une opposition des systèmes. Et chaque système, le système russe d'un côté et le système occidental de l'autre, a ses contraintes, ses obligations, ses difficultés, ses contraintes surtout. Parce que aujourd'hui, l'un et l'autre système se font face, sont un peu le dos au mur, et ni l'un ni l'autre ne peuvent, entre guillemets, faire un pas en arrière, ni ne peuvent mettre un genou à terre. Sinon, c'est la décapitation qui s'en suivra. Par conséquent, je crois moi, vous savez déjà, les gens qui peuvent regarder mes
mes vidéos sur 6 mois, un an et demi d'opération militaire spéciale pourront, c'est sur YouTube, voir mes pronostics à l'époque. J'avais dit, au bout d'un moment, j'avais dit la guerre durera, Trump l'arrêtera pas, c'est l'Europe qui s'enferme et la Russie percera diplomatiquement. Je ne m'étais pas trompé, hein. Donc pas trop. Bon, personne n'a pu prévoir tout, bien sûr, mais en tout cas, j'étais pas parti comme certains analystes dans des travers idéologiques qui se sont avérés complètement faux, puisque en gros tout le monde s'est trompé. Tout ça, lorsque ça a commencé, en fait, tout le monde s'est dit ça va pas durer, ça va être plié. Ça va être plié durant l'été, ça va être plié à la rentrée 2024, hein, septembre, puis après il y a les mobilisations. La guerre a duré, il y a eu le retrait russe de 2 régions au nord et au sud des territoires d'ex-Ukraine. Ça glisse, hein. Si je tombe, je relève. Mais globalement, personne n'avait pu prévoir ce qui allait se passer. Personne n'avait pu prévoir l'incroyable résilience de l'économie russe. Personne n'aurait pu prévoir que, alors que le rouble s'était effondré en mars-avril 2022, eh bien il allait remonter en 2023 parce que la balance commerciale russe allait en fait se dérégler complètement. Importer beaucoup, n'exporter rien. Enfin, exporter beaucoup, pardon, et n'importer rien, c'est l'inverse évidemment. Exporter l'énergie et ne plus rien importer parce que tout arrivait d'Europe. Et que donc le rouble allait se renforcer, ça allait déstabiliser l'économie russe. Et aujourd'hui, on est à un cours du rouble qui est exactement le même qu'avant la guerre. C'est incroyable, la monnaie la plus stable de l'humanité, je pense, c'est le rouble. Voilà, ni 30 000 sanctions, ni 4 ans de conflit militaire ne peuvent faire baisser le rouble ou monter le rouble. Incroyable. Donc les gens, en fait, se sont mis à vivre avec ça en Russie. Les gens se sont mis à vivre avec l'opération militaire spéciale. On la voit partout parce que c'est à la télé, parce qu'il y a des affiches dans les rues, parce qu'on a tous maintenant autour de nous des gens qui sont partis combattre, des gens qui sont morts, des gens qui sont blessés, des gens qui ont été là-bas. Donc en gros, je fais un calcul l'autre jour, je pense que peut-être 5% de la population de Russie, 5% de la population de Russie est passée par le territoire de l'opération militaire spéciale. Que ce soit des humanitaires, des civils, des combattants, de la logistique, des blogueurs, etc. C'est peut-être 5%. Donc c'est énorme parce que peut-être 5 millions de personnes, ouais, 4%, 5%, 5 millions de personnes sont passées par là-bas. Le front, c'est 800 000 personnes, c'est 350 000 entrées-sorties par an à peu près. Le recrutement de 350 000 volontaires chaque année compense les sorties, c'est-à-dire les pertes, les blessés, les décès, les fins de contrat, les démobilisations et machin. Donc, voilà, ouais, je pense qu'on n'est peut-être pas à 5%, on est peut-être à 3%, 4% de la population de Russie qui est passée par le territoire de l'opération militaire spéciale. C'est absolument colossal, hein. C'est 3 millions, 4 millions de personnes, 4 millions de personnes, donc c'est énorme. Donc ce truc est devenu en fait la norme. Vous allez dans les gares, dans les aéroports, dans les gares routières, les gares ferroviaires, vous voyez des gens en uniforme, il y en a partout. Donc c'est devenu la norme, tiens je vais me battre, tiens je reviens. C'est quelque chose qui est complètement, c'est assez fascinant de le vivre, c'est quelque chose qui est complètement intégré à la société en fait. Quelque chose qui est complètement intégré à la société, c'est incroyable de voir que c'est la norme. Bonjour, dans l'avion il y a un soldat, il est blessé. Ah tiens, t'étais au front, ok, voilà. C'est devenu partie du paysage. Deuxième chose, c'est le rééquilibrage économique. C'est-à-dire qu'en fait, la Russie a maintenu son économie, a connu des forts taux de croissance en 2023, 24, 25 un peu plus faible, 1%, 1,5%, je pense. On va attendre les estimations de la Banque centrale, je pense 1%. Bon, 2026, il peut y avoir une récession en fin d'année. Bon, en gros, c'est pas une récession réelle, c'est un recalage après les trop fortes taux de croissance de 4 et 4,5% de 2024 et 2023-2024. Mais l'économie s'est maintenue. La Russie a connu une très forte inflation depuis le début de l'opération militaire spéciale. Elle n'est pas que liée à l'opération militaire spéciale, elle est globale et planétaire. Les prix sont montés partout, en Europe aussi, etc. Donc l'inflation est un vrai problème global planétaire. La Russie en connaît une aussi. La vie en Russie reste aujourd'hui quand même beaucoup moins chère qu'en Europe. Donc ça c'est une chose, mais voilà, les prix sont montés, les salaires de beaucoup de gens sont montés, les revenus des gens sont montés, l'immobilier a augmenté, on en parle beaucoup sur cet écosystème de la Russipatration avec Russimo. Il y a quand même eu des évolutions, c'est-à-dire que la Russie s'enrichit, malgré le conflit et 30 000 sanctions, c'est un truc de fou, la Russie s'enrichit. Le complexe militaire-industriel russe fonctionne, produit je crois 7 millions de munitions en 2025, c'est plus que tous les pays de l'OTAN. Tout marche en fait. Il y a des déficits de production dans le sens qu'il n'y a pas assez de main d'œuvre, il y a ci, il y a ça. Bon, mais globalement tout fonctionne, c'est-à-dire que l'économie fonctionne, les restaurants sont ouverts et pleins, les bars fonctionnent, on peut commander en ligne, tout marche. Il y a des plateformes de commande, il y a une digitalisation de tous les services, notamment
le rouble, avec le rouble numérique, notamment les commandes en ligne, notamment les paiements par QR code. Tout fonctionne en fait en écosystème économique, c'est glacé. En économique, système économique fonctionne parfaitement. C'est-à-dire que les 30 000 sanctions n'ont absolument pas impacté la modernisation, la digitalisation et l'optimisation de l'économie de la Russie. C'est absolument fascinant de voir la faiblesse de l'Occident sur ce point. Ils sont incapables de détruire l'économie russe. Une économie russe qu'on nous présentait comme ayant le PIB de l'Espagne. Mon cul, je ne vois pas l'Espagne tenir 30 000 sanctions, affronter l'Occident collectif, aller sur la Lune, envoyer des navettes spatiales, faire 3 sous-marins nucléaires, lancer des marques de voitures, lancer une monnaie digitale. Je ne vois pas l'Espagne faire ça. Je ne connais pas bien l'Espagne. Et je ne vois pas l'Espagne faire ça. Ça n'arrivera pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'économie de la Russie est beaucoup plus lourde, puissante, riche que les chiffres, que on va dire, les critères d'analyse qu'on connaît en Occident ne laissent paraître. On s'est trompé. Enfin, vous êtes trompés. Enfin, ils se sont trompés. Ils se sont trompés sur tout. De toute façon, ils se sont trompés sur tout et ils se tromperont encore sur tout. Vous ne pouvez plus leur faire confiance. L'empire du mensonge. Donc l'économie s'est maintenue. Donc pour les gens, la guerre elle est là, mais ça va mieux dans le pays. C'est-à-dire que malgré la guerre, ça va toujours mieux. En fait, en Russie, c'est ce qui se passe depuis 26 ans maintenant, c'est que malgré, chose qu'on peut lister chaque année, ça va toujours mieux. Il y a un redressement inexorable du pays, du point de vue économique, du point de vue moral, du point de vue sanitaire, du point de vue démographique, du point de vue social, du point de vue... Tout va mieux en fait, malgré tout. Et rien ne peut empêcher ce redressement inexorable, semble-t-il. Donc c'est ça que les gens vivent. Alors maintenant, il faut comprendre aussi que, à part les zones du sud frontalières avec l'Ukraine qui sont frappées par des drones, qui sont frappées par des frappes, etc. Il y a eu une excursion de course, vous vous rappelez, vraiment des zones sinistrées qui ont morflé. Mais à part ce bandeau du sud, dans le reste du pays, il n'y a pas grand-chose. Alors s'il y a des frappes de drones, de temps en temps, on a eu la semaine dernière près de 1500 frappes de drones sur la Russie. C'est le record, je crois qu'il y en a quelques-unes qui ont tapé des raffineries ou des machins. Mais globalement, c'est rien. S'il y a des vols, des fois, qui sont détournés, on renvoie les avions en Turquie pour raison de sécurité, puis 2 heures après, ils redécollent. Bon. Il y a tous ces désagréments, mais je veux dire, c'est rien pour tout ce qui se passe, c'est rien. On nous promettait les chutes d'avions parce qu'il n'y a plus de pièces détachées, machin. C'est bidon, les centres de maintenance ont été créés ailleurs, dans des pays tiers, tout fonctionne. Des avions tous les jours en Russie, il n'y a pas eu d'accident, pas d'accident de train, il n'y a rien qui déconne, tout est géré. Donc globalement, la guerre, pour la plupart, 80% des gens dans ce pays, 90%, on ne la sent pas. On ne la voit pas. On la voit dans quelques zones. On ne la sent pas économiquement, on ne la sent pas. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que pour la Russie, c'est un conflit sur son extérieur sud-est. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est une confrontation avec l'Occident collectif, qu'il n'y a pas du tout de profonde déstabilisation. Si l'économie va peut-être se ralentir un peu cette année, quoi. Ouais. En Europe, elle est ralentie tous les ans, il n'y a pas de guerre. Mais voilà, donc globalement, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors après, qu'est-ce que moi, je ne suis pas analyste militaire, commentateur, comment je vois ce conflit, quel est mon pronostic, mes scénarios, quelles sont les victoires, quels sont les échecs de la Russie dans le cadre de l'opération militaire spéciale. Alors la première chose, c'est que aujourd'hui, avec à peu près 200 000 soldats, quelques 240 000 mobilisés et à peu près 300 à 350 000 volontaires chaque année, donc une masse humaine critique de 700 à 800 000 combattants sur le front avec les combattants et la logistique, bien la Russie a conquis, libéré, réunifié 20% du territoire de l'Ukraine, un peu moins, 17%, 18%, du territoire de l'Ukraine en 4 ans, et inflige une correction militaire à l'OTAN, qui soutient l'Ukraine, l'Union européenne et l'OTAN. Donc il y a quand même là, faut avouer que c'est quand même du costaud, quoi. On va pas se le cacher, c'est du vrai costaud. Sur ce plan-là, c'est une victoire. C'est une victoire parce que inévitablement les Russes avancent. La Russie va continuer d'avancer. J'avais déjà expliqué ça il y a un an. J'avais dit le front va se décaler. Il se décale. La Russie va finir par
conquérir tout l'oblast de Donetsk. Il y aura une difficulté avec les deux grandes villes qui restent, Slaviansk et Kramatorsk. C'est des gros bastions urbains. Ça va coûter cher, mais ça va se faire. La Russie aura toute la LNR, aura toute la DNR, aura pris 90% de Zaporozhye, 80%, et idem chez Kherson. Ça va remonter au nord le long du Dniepr. Je ne pense pas que les Russes se retraversent pour l'instant. Après, évidemment, les puristes, les aides puristes vont dire oui, mais il manque à la Russie 3 oblasts essentiels, les plus russophiles que sont Kharkov, au sud de Belgorod, et Odessa. Et donc Odessa, entre Odessa et Kherson, Nikolaev. Alors oui, il y a 7 oblasts qui étaient envisagés dans la Nouvelle-Russie. Aujourd'hui, on se dirige vers une prise de Castres. Je ne sais pas, Emmanuel Todt pense que les Russes iront à Odessa. Moi, je n'arrive pas à le décrypter et le voir, je ne sais pas, ça me paraît compliqué. Du Dniepr jusqu'à Odessa, il y a presque près de 500 km de plaine. Bon. Il faut 1 million d'hommes, quoi. Je sais pas, il faut 500 000, 1 million. Mais ça va, il y a des drones par... Enfin bon, voilà, je sais pas, je suis pas militaire, j'ai pas envie de me lancer là-dedans, pas de compétences. Donc, mais enfin, ça me paraît, à moins d'un effondrement politique, économique, intérieur ukrainien, sur la grande débandade, je vois pas comment. Mais voilà, donc les gens vont dire il n'y a que 4 sur 7, c'est pas assez. Et puis il n'y a pas la mer Noire qui est coupée. C'est vrai. Là-dessus, on se dit, s'il n'y a que ces 4 oblasts, on a la mer d'Azov qui est redevenue russe. On a le corridor terrestre vers la Crimée, qui sécurise la Crimée. Donc il y a le corridor, il y a le pont, il y a le corridor terrestre. Donc la Crimée est désencastrée. La mer d'Azov est redevenue russe. Donc c'est 2 grandes victoires quand même. Pour l'Ukraine, c'est 2 pertes. Alors pour l'Ukraine, c'est quoi? C'est moins 20% du territoire, la fin de la Crimée pour toujours, la fin de la mer d'Azov, la fin de 4 oblasts. Les pertes sont énormes. Alors les Ukrainiens, ils vont pouvoir avoir un scénario narratif de victoire en disant mais nous, on n'a pas perdu 8 oblasts, on n'en a perdu que 4. Oups, ouais, on n'a perdu que 4, ouais. Effectivement, on peut estimer que c'est une victoire russe, pas la Pyrrhus, moi j'aime pas ce terme, j'ai lu, mais c'est pas la grande victoire russe éclatante comme on aurait eu pendant la Seconde Guerre mondiale contre Napoléon. C'est ce qu'avait dit Karaganov, qui est une des éminences grises ukrainiennes. Il avait dit on ne se dirige pas vers un scénario comme ça. Effectivement, on ne se dirige pas possiblement vers un scénario comme ça, sauf si, je répète, sauf si il y a un effondrement intérieur inattendu, etc. Après, je pense que les Russes veulent arriver à une capitulation politique, c'est-à-dire avoir un gouvernement, je vais vous filmer là, avoir un gouvernement ukrainien qui signe un accord en disant voilà, c'est acté politiquement, il y a un accord, ces 4 territoires, entre guillemets, pris à 100% ou un peu moins sont les nôtres, et derrière, accord sur la neutralisation, etc. Démilitarisation, etc. On n'y est pas encore. Ça peut arriver, ça devrait arriver, mais on n'y est pas encore. Mais moi, je pense que ça peut arriver. Après, pour ça, il faut que l'Occident cesse d'alimenter. Il faut qu'il cesse de fueler, de mettre du fuel dans le feu du conflit. Et ça, on n'y est pas. Les Américains sont légèrement en train de se sortir, je pense. C'est maintenant clair, 2025 a vu une forme de retrait des Américains, mais attention, pas complet. Le complexe militaro-industriel par l'OTAN vend des armes à l'Europe pour alimenter le conflit ukrainien. Je vais faire demi-tour. Et par conséquent, il y a une partie de l'Occident qui politiquement est encore en guerre et avance en guerre contre la Russie. C'est l'Union européenne qui est en train de devenir l'ennemi principal de la Russie sur le plan diplomatique et sur le plan militaire. Alors, est-ce que je pense que la Russie a d'autres victoires? Oui, il y a une grande victoire, c'est la victoire économique. D'avoir dérouté 30 000 sanctions et d'arriver à bypasser, contourner 30 000 sanctions, c'est une énorme victoire pour la Russie. L'uppercut économique contre la Russie a touché la Russie, mais il a raté. La Russie n'est pas tombée en chaos en 2022. Et aujourd'hui, l'économie russe va relativement bien, comme on pourrait aller bien après 30 000 sanctions. C'est comme si vous sortez d'un match de boxe, vous avez gagné, vous allez bien. Vous avez des nions plein la gueule. Mais globalement, c'est une victoire économique nette pour la Russie contre l'Occident. C'est une victoire surtout industrielle. C'est-à-dire qu'avec 30 000 sanctions, 4 ans de conflit, de pouvoir produire encore plus de munitions que tous les pays occidentaux, pas sous sanctions, mais qui émettent des sanctions, ne peuvent produire, voilà, c'est la clé de bras, quoi. Donc globalement, tout va bien sur ce plan-là. Ça va bien. La victoire économique appartient à la Russie. Un autre sujet, c'est la diplomatie. Là, c'est aussi une victoire par chaos de la Russie. C'est-à-dire que la victoire diplomatique de la Russie est totale. La Russie continue à dealer avec des grands États, civilisations comme la Russie, l'Inde. Elle continue à négocier avec la Turquie, l'Arménie, le Géorgie.
En gros, l'Asie centrale, il y a une grande partie du monde qui n'a pas cessé ses relations diplomatiques, économiques avec la Russie. Il y a encore des tas de banques qui contournent les sanctions. Il y a une économie d'énergie vendue de façon indirecte, ça marche. Hein, on a vu l'affaire des tankers. Elle a mal terminé cette affaire. Piraterie, c'est pas bien. Donc ça contraint l'Occident à violer le droit, à violer les règles, à violer les cadres légaux. Ça met l'Occident de plus en plus hors jeu aux yeux du monde, aux yeux des Arabes, aux yeux des Africains, aux yeux des Asiatiques. Tout le monde observe les Africains en disant mais bande d'enfoirés quoi. Donc vous n'êtes pas capable de gagner, vous perdez cette guerre. Et en plus vous violez le droit que vous avez vous-même imposé. Il est bon que pour nous. Nous, il y en a à être pays du tiers-monde. Nous, il y en a à être le Sud. Nous, il y en a à subir. Et vous, il y en a à vous permettre ce que vous voulez. C'est ça qui se passe en fait. C'est ça qui se passe. Hein, et c'est ça que la Russie va casser aussi. C'est ça que la Russie casse. Et ça, c'est bien que la Russie le casse. Parce que ça suffit ce truc. Voilà. Donc, victoire diplomatique, victoire économique, relative victoire militaire. Pour l'instant, on en est là. C'est pas fini. Hein. Parce que moi, je pense que la guerre va continuer. Je pense que la guerre va continuer. Vous vous rappelez, hein, quand Trump a été élu, j'ai dit, ni nada, il n'y aura pas. Il va retirer pour des raisons que ça coûte trop cher, mais le conflit ne s'arrêtera pas. C'était près d'un an. Eh ben, rappelez-vous, mon pronostic s'est avéré le bon. Et donc, en fait, eh bien, je pense que là, ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'il va y avoir une espèce de volonté de Donald Trump d'essayer d'avoir une sortie de crise sur l'été avec l'Ukraine. Ils vont essayer de contraindre les Ukrainiens. Ils sont coincés avec les Russes. Ils ne peuvent plus les contraindre. Les Russes, non, on avance. Donc, ils peuvent dire aux Ukrainiens, vous reculez, arrêtez, vous allez en perdre plus. Donc, l'idée, à mon avis, moi, je vois le timing potentiel, c'est sortie de crise. Les Ukrainiens prennent un accord à l'été, un accord signé fin de l'été, et Trump qui va au mi-terme en disant, j'ai arrêté la guerre, même si les Américains s'en foutent complètement de la guerre en Ukraine, comme tout le monde d'ailleurs. Tout le monde s'en fout, tout en haut, ça n'a aucune importance. Guerre en Ukraine, on n'a fait que appauvrir l'Occident, coûter de l'argent, endetter les États et appauvrir les gens. Pour un pays qui n'est pas leur et qui leur a jamais rien apporté et qui leur apportera jamais rien. Donc de toute façon, pas la peine de faire semblant de croire l'inverse. Mais je pense que c'est ce qui va se passer. Maintenant, je pense que ce scénario va pas fonctionner. Je pense que là, on va déborder, on va déborder sur 2026 et on va aller sur 2027 le conflit. Je pense que l'avancée dans le Donbass sera longue et je pense que la guerre s'arrêtera en 2027. Elle s'arrêtera lorsque il y aura une conjonction de facteurs que moi je vois étant les suivants, c'est-à-dire un affaissement encore plus fort inter-ukrainien qui les met à bout d'eux, une rétraction encore plus accentuée des Américains en disant ça suffit, et une vague prise de conscience des Européens qui vont dire bon, on s'en sort pas, on n'a pas les ressources pour, on ne peut pas remplacer l'Amérique. Peut-être que je me trompe complètement, mais je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense que c'est ce qui va se passer et à un moment où l'avancée russe dans le Donbass sera trop forte et tout le monde va se dire bon bah le Donbass est perdu, ça tombe bien, c'est le territoire qu'ils voulaient, on va pouvoir dire vous arrêtez là et les Russes vont avoir le choix de dire on arrête là ou le choix de dire on n'arrête pas là, on va plus loin, on va prendre le sud du pays, la nouvelle Russie du sud, on va jusqu'à Odessa et on va connecter avec la Transnistrie. Est-ce que ça arrivera? Moi je n'en sais rien aujourd'hui. Mais cette option est sur la table. En tout cas, ça va beaucoup dépendre aussi de la façon dont les choses s'enveniment ou pas. Ça va donc beaucoup dépendre aussi de la façon dont Vladimir Zelensky communique, la façon dont les Européens se comportent. Est-ce qu'ils veulent continuer à alimenter le conflit? Et surtout, tout va beaucoup dépendre de l'implication américaine ou pas. La clé, c'est ça. Si les Américains se retirent complètement et cessent de vendre des armes, eh bien, le conflit va de facto s'arrêter rapidement parce que l'Ukraine va se faire broyer par la Russie. Voilà. C'était un peu mon analyse des 4 ans de conflit en Ukraine, des 4 ans de l'opération militaire spéciale. Je suis très heureux de vous parler aujourd'hui. Il neige à Moscou, comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup de neige. Cet hiver a été incroyable. L'hiver précédent était un hiver dans lequel il n'y avait pas eu de neige. Et cet hiver a été un hiver extrêmement neigeux. Un hiver dans lequel il y a beaucoup de neige. Pour le grand plaisir des enfants qui font de la luge et qui descendent le long de l'étang de l'Ouspassky, mais pas que. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous vous intéressez à la Russie, au pays qui va gagner la guerre, vous pouvez nous suivre sur le site de la Ruspatriation. Je mettrai le lien dans le premier commentaire et le descriptif, la Ruspatriation, ruspatriation.com. Ruspatriation, c'est l'écosystème qu'on a créé, que j'ai créé pour vous permettre de réaliser vos projets de vie en Russie et ne pas tomber sur la glace. Grâce à la Ruspatriation, on glisse, on ne tombe pas. Vous voyez
regardez le site, il y a des ressources gratuites, il y a un livre blanc gratuit, une newsletter gratuite, il y a plein de choses gratuites, des PDF que vous pouvez télécharger sur la Russie, des cours de langue, des machins. Il y a plein de choses gratuites qu'on a fait pour vous. Il y a aussi des ressources payantes, des formations supra poussées, des formations qu'on met en ligne, des formations qui sont mises à jour. Ce pas des produits qui périment chez nous, c'est l'inverse. C'est des produits qu'on met à jour et qui vous expliquent comment naviguer en Russie, comment survivre en Fédération de Russie, et qui surtout vous explique ce qui est devenu la Fédération de Russie en 2026. C'est un pays qui change très vite. Je vais essayer de pas tomber à la fin de la vidéo. C'est un pays qui change très vite. Et c'est un pays qui mérite vraiment le coup d'œil. Mérite d'être visité, mérite d'être découvert, mérite d'être... les Russes sont des gens aussi extraordinaires. Une démonstration de renversement des ordres mondiaux. Actuellement en cours, il y a un bouleversement géopolitique, il y a un changement de monde et une accélération des grands changements. Vous devriez vous sentir concerné. Parce que dans ces grands changements, il y aura des vainqueurs et des perdants. Il y aura des winners et des losers. Il y aura des appauvris et des enrichis. Et malheureusement pour les Européens qui me regardent, l'Union Européenne va sortir comme le grand perdant de tout ça. L'Amérique sortira par le haut avec Trump. La Russie sortira par le haut avec Poutine. La Chine sortira par le haut avec Xi. L'Inde sortira par le haut avec Modi. La Turquie sortira par le haut avec Erdogan. La Russie sortira par le haut. L'Union Européenne de Macron, j'oublie même le nom, Steimer, je ne sais pas qui c'est, ces clowns. Van der Leyen et tout ça, ça a mal se terminé. Ça a mal se terminé. C'est une zone qui va morfler économiquement, qui est désintégrée politiquement. Et moi, je vous conseille de vous renseigner sur les autres parties du monde, notamment en Eurasie, dans lesquelles on peut vivre bien, en sécurité, avec des impôts bas, avec des sociétés traditionnelles orientées vers la famille. Un monde normal, dans lequel on est loin de tous ces dingos qui vous gouvernent. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que dans un an, je ne ferai pas une vidéo pour les 5 ans de l'opération militaire spéciale en Ukraine, mais c'est un scénario que je n'exclus pas. À très bientôt.